Bonjour à tous. Alors, je vois pour l'instant qu'on est 14 personnes connectées. Je vais attendre peut-être 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Ok, ça commence à se remplir. Je vais peut-être commencer. Donc, bonjour à tous sur ce nouveau live dédié à Aura Aero. Je suis Juan Pablo González, responsable d'investissement. Je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour explorer l'avenir de l'aviation durable et plus particulièrement du projet Aura Aero. Je suis également ravi d'accueillir parmi nous Sylvain Montagny, directeur financier CFO de la société Aura Aero. Merci. Bonjour à tous. Merci Sylvain. Pour les moins habitués, je vais peut-être vous expliquer un petit peu le déroulé de ce live. Donc tout d'abord, nous commencerons par une petite présentation de l'activité de la société Aura Aero. Donc l'équipe va nous donner les détails du projet, les challenges auxquels ils sont confrontés, ainsi que les perspectives d'avenir. Puis la société va détailler un petit peu cette levée de fonds et les enjeux associés. Puis vous aurez l'opportunité d'approfondir un peu plus en posant des questions directement à l'équipe d'Aura Aero. Donc c'est le moment idéal pour échanger et apprendre davantage sur ce projet. À cet objet, donc vous avez un espace questions à votre droite sur l'icône questions. C'est là-dessus où vous pourrez poster vos questions, donc n'hésitez pas d'y aller. Sans plus attendre, nous pouvons plonger donc sur le projet, explorer un petit peu plus. Et donc je vais passer une petite vidéo d'introduction pour vous présenter la société. Alors. Donc voilà pour la vidéo.
peut-être aussi avant de commencer, pour les retardataires, donc j'insiste, vous aurez l'opportunité un peu d'approfondir un peu plus en posant vos questions directement à l'équipe sur l'espace questions à votre droite. Vous avez un icône question. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cet onglet-là. J'ai une deuxième petite vidéo aussi à vous partager. Et après, je vous laisserai la main, Sylvain, pour présenter la société et donner un petit peu plus de détails. Hop. Hop. Il me semble que c'est celle-là. Hop, non, c'est pas celle-là. Hop. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vais vous laisser la parole, Sylvain. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à poster vos questions sur l'onglet questions. Merci Juan Pablo. Rebonjour à tous. Merci d'être présent avec nous. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de vous laisser suffisamment de temps pour pouvoir poser vos questions comme vous le souhaitez. L'idée aussi, c'était de vous montrer du matériel, du contenu un petit peu différent en vidéo et en images. Normalement, chacun d'entre vous a pu avoir accès aux informations que l'on a mis sur le site WeSeed dans le cadre de cette levée. Et donc de partager aujourd'hui des éléments un petit peu différents tout en revenant globalement sur le contexte de la société, le pourquoi et le comment. Donc Aura Aero a été créé en 2018, donc on est encore à la jeunesse de la société, mais on a quand même déjà 5 ans derrière nous. Vous avez pu le constater dans les vidéos, notamment dans la première vidéo qui montre nos installations sur la base de Toulouse-Francazal, donc qui est le deuxième aéroport près de Toulouse, qui est une ancienne base aérienne en partie désaffectée et qui est en train d'être reconstruite autour de toute l'industrie des mobilités durables. Dont Aura Aero est un peu le porte-étendard ici sur la zone. Donc, vous avez pu voir que nos bureaux dans la tour de contrôle, également nos installations industrielles dans un hangar de 4500 mètres carrés qui est juste situé à côté de la tour de contrôle et dans laquelle nous avons toutes nos installations pour l'étude et la fabrication de nos avions biplaces. Vous avez pu également voir un peu plus tard dans la vidéo notre centre de développement électrique, qui est un autre bâtiment sur la base de Francazal. Et puis un aperçu en fin de vidéo sur une partie engazonnée, enherbée, qui est en fait l'endroit où l'on va positionner notre future usine qui va permettre l'assemblage de notre gros projet qui est l'avion 19 places, en même temps que l'assemblage des avions biplaces qui sera déménagé dans cette usine. Donc après 5 ans, on a vraiment bien progressé sur le développement de la société. La société, elle a été bâtie par 3 cofondateurs, Jérémy Caussade, Wilfried Dufaux et Fabien Raison, sur la base d'un constat que l'aviation était à l'aube d'une double révolution, une révolution industrielle d'un côté, avec la décarbonation qui pointait le bout de son nez déjà à l'époque, mais qui était certainement moins une évidence qu'aujourd'hui en 2023.
et également une révolution digitale avec l'apparition de tous les outils digitaux que l'on connaît et qui touchent tout le monde de l'aviation. Et donc, dans ce cadre-là, a germé l'idée de construire une société qui mettrait sur le marché des avions décarbonés, tout en étant une société qui soit digital native, c'est-à-dire qui soit construite dès l'origine autour d'un système digital, d'un jumeau numérique complètement intégré, qui intègre l'ensemble des fonctions de l'entreprise dès le départ. C'est toujours plus facile de construire un tel environnement quand on part de zéro. Donc sur cette base-là, le premier avion qui a été développé est un avion biplace de formation à capacité voltige. Donc c'est un avion qui adresse le marché de la formation, mais comme son nom l'indique, à capacité voltige, peut également faire de la voltige, sert à faire de la voltige, donc peut être utilisé en tant qu'avion de loisirs par les aéroclubs et permet également de faire certains aspects de formation qui ne sont pas accessibles à des avions de formation classiques qui n'ont pas cette capacité-là. C'est un avion qui est d'abord développé en version thermique avant d'être développé en version électrique. Le fait de d'abord développer un avion thermique, ça peut paraître un petit peu étrange pour une société qui souhaite décarboner, mais l'idée, c'était vraiment de mettre sur le marché un avion qui réponde à un marché, puisque le marché de la formation est colossal au niveau mondial, aussi bien la formation de pilotes civils que de formation de pilotes militaires. C'est de pouvoir mettre rapidement cet avion sur le marché et en tant que jeune constructeur aéronautique, de pouvoir prouver notre savoir-faire en la matière et de pouvoir commencer à construire un avion, une société, pardon, sur la base de ce premier avion, d'obtenir les agréments nécessaires à un constructeur aéronautique pour pouvoir ensuite permettre à la société de se développer et d'envisager de grossir et de fabriquer des avions plus gros. Donc, le fait de développer un avion thermique a permis de mettre rapidement un avion en vol avant de pouvoir développer un avion, le même avion, avec un moteur électrique. Donc l'idée est bien de mettre sur le marché des avions décarbonés avec une technologie électrique. C'est le choix qu'a fait la société. Quand on parle de décarbonation, il y a plusieurs technologies qui sont possibles. Le choix de la société s'est porté sur des technologies électriques, dans la mesure où ce sont des technologies, là aussi, qui sont matures et donc qui permettent d'apporter une solution sur le marché très rapidement. L'avion thermique vole aujourd'hui en version Air, qui est la version que vous voyez à l'écran, donc qui est Air pour Racing, qui est plus un avion destiné aux aéroclubs et puis pour faire du loisir ou de la compétition, qui est développé également en version S. On prend Pablo sur je pense, la slide suivante, qui est S pour School, donc qui est l'avion plus prédestiné aux écoles de formation. C'est exactement le même avion avec quelques petites différences. Celui-là, il est en train tricycle, l'autre est avec une roulette de queue arrière. Le nombre de pales sur les hélices change. Il y a quelques petites différences, mais basiquement, c'est le même avion. Les deux sont aujourd'hui en version thermique et le même avion est en cours de développement électrique. Et là aussi, on avance rapidement puisque cet avion en version électrique va voler dès le premier semestre de l'année prochaine. Il est en cours de finalisation, de construction dans les ateliers que vous avez vus. Donc, ces deux premiers avions en version thermique volent. Peut-être Juan Pablo, c'est l'occasion de passer l'une des petites vidéos qui a été prise très récemment, où on a pu faire voler les deux avions ensemble. L'avion intégral S, le rouge, vole depuis le mois de juillet, et l'autre avion, qui est donc le R, revole depuis quelques semaines.
Et donc, on a profité, je crois que c'est des vidéos qui datent du week-end dernier. On a pu les faire voler ensemble. Donc, ces deux avions sont en phase finale de certification. Comme il s'agit du même avion, c'est une certification. Les deux certifications vont se suivre de très près, avec une certification pour l'Intégral R qui va arriver fin du premier trimestre de l'année prochaine et l'Intégral S 1 à 2 mois plus tard, ce qui va nous permettre de livrer nos premiers avions. Donc, on a un programme qui arrive à maturité et qui nous permet déjà d'exister en tant que société. Et comme je le disais un peu plus tôt, d'avoir obtenu l'ensemble des agréments qui sont nécessaires pour nous pour opérer, et notamment deux agréments très importants. Un agrément qui est celui qui permet de produire des pièces aéronautiques, qui s'appelle la part 21G, et un agrément qui permet de designer des pièces aéronautiques qui s'appelle la part 21J. Donc la société, maintenant, vous avez peut-être vu dans la presse certains articles à ce sujet qu'on a fait paraître il y a déjà un mois ou deux, suite à l'obtention de ce dernier agrément, ce qui permet à la société d'être un constructeur aéronautique à part entière, parce qu'on se positionne vraiment en tant que constructeur comme industriel. Certaines sociétés se positionnent en tant que développeurs de technologies qui sont souvent adaptées en rétrofit sur des avions existants. Nous, on fait le pari de développer des avions avec un design tout nouveau, développer des avions de A à Z dans lesquels sont intégrées ces nouvelles technologies sans que nous développions par nous-mêmes ces technologies. Typiquement sur l'avion électrique, le choix est d'acheter le moteur, d'acheter dans un premier temps les batteries, et le travail qui est le nôtre consiste à designer l'avion, à le construire, à intégrer toutes ces technologies. Ça implique bien entendu de l'innovation au passage, mais l'idée est vraiment de se positionner en tant qu'industriel. Ça veut dire derrière de commercialiser des avions et d'être dans une position pour pouvoir le faire. C'est pour ça que l'obtention de ces agréments et le fait d'avoir déjà des installations industrielles et d'avoir planté les premiers jalons pour notre usine à Toulouse, Francazal, sont extrêmement importants pour pouvoir, dès l'obtention des certifications, pouvoir livrer des avions à nos clients. Comme je le disais, l'avion biplace est le premier avion développé par la société. On a fait ce choix de commencer par cet avion parce que c'est un petit avion biplace, donc plus facilement concevable et plus rapidement commercialisable, avec l'idée ensuite de pouvoir construire au fur et à mesure des avions de plus en plus gros. Donc après cet avion biplace, la société est en cours de développement d'un avion 19 places. Vous avez à l'écran l'avion biplace électrique. Je pense que pour la suite, tu as l'avion 19 places dont vous avez vu une petite vidéo tout à l'heure, et le projet qui est en cours de développement au sein de la société, projet sur lequel on travaille déjà depuis 2 à 3 ans, et dont le premier vol aura lieu en 2026. Donc, on est sur des échéances extrêmement courtes. C'est un avion hybride électrique. Donc, on est là aussi sur la technologie électrique. Il sera en version hybride électrique parce qu'aujourd'hui, les capacités de batterie ne permettent pas de couvrir des distances suffisantes pour que ce soit intéressant pour un opérateur, une compagnie aérienne, de faire des vols suffisamment longs. Mais l'idée est vraiment déjà de décarboner de manière très significative dès l'entrée en service de cet appareil, même en mode hybride, comme sur des voitures, comme les premières Toyota, où on avait un modèle purement hybride qui permettait déjà de décarboner et qui était quelque part une première étape. Donc on se positionne sur cette technologie-là, avec une évolution des batteries qui se fera au fur et à mesure. Ce qui veut dire que l'hybridation, au fur et à mesure, se fera avec une utilisation plus intensive des batteries et une utilisation moins intensive des turbines. Et à terme,
on peut espérer ne plus utiliser de turbines du tout. Et donc, la logique de développement de la société est que le moteur et toute la distribution électrique, la partie électrique qui est développée sur l'avion intégral, le biplace, qui est en cours de finalisation, constitue les briques de base qui sont réutilisées sur cet avion. Si je devais faire très très simple, sur le petit avion, on a un moteur, une hélice. Vous le multipliez par 8, vous avez 8 moteurs, 8 hélices sur cet avion-là. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas tout à fait le même moteur, ce ne sont pas les mêmes hélices, mais le principe est vraiment là. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une logique dans le développement de la société. Sur ce type d'avion, 19 places, dont, je le disais, le premier vol aura lieu en 2026 et les premières commercialisations vers fin 2028, début 2029. C'est pas la fin de l'histoire. On pense qu'avec ces technologies-là, on sera en mesure de développer plus tard un avion de 50 places, mais ça, ce sera un petit peu plus long terme. En tout cas, c'est l'histoire de la société qui s'écrit au fur et à mesure, avec voilà, des possibilités de pouvoir aller vers des projets d'avions plus gros et plus verts. Donc plus gros avec un plus grand nombre de places, mais plus vert parce que, comme je le disais, la technologie des batteries va forcément évoluer. Elle a déjà beaucoup évolué. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce sujet-là, aussi bien sur l'automobile que dans l'aéronautique. Et donc, toute l'émulation actuelle va faire qu'il va y avoir un développement extrêmement rapide sur la densité énergétique des batteries. Donc, c'est un avion qui est destiné à faire du transport régional de passagers, mais aussi du cargo. C'est quelque chose qu'on avait pressenti, mais pas dans cette dimension-là. On a un intérêt très fort des logisticiens, des grands logisticiens type FedEx ou Amazon et autres, qui ont besoin de desservir toutes les zones du globe, les destinations secondaires et tertiaires, avec des petits avions pour pouvoir livrer toutes sortes de colis. Et donc cet avion est bien dimensionné pour cet usage. Donc on a un marché extrêmement fort, avec une réponse commerciale qui est déjà là. On a plus de 350 intentions de commandes officielles, avec également d'autres lettres d'intention qui devraient être annoncées dans les prochaines semaines, qui viennent accréditer l'intérêt pour l'avion, alors que cet avion ne vole pas encore et qu'il reste quelques années de développement. On a déjà une réponse du marché, ce qui nous incite à être extrêmement optimiste quant à sa commercialisation. Peut-être également, tu as commencé à montrer, Juan Pablo, la petite vidéo sur l'intérieur de l'appareil. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, d'abord parce que je suis directeur financier, donc je ne suis pas la personne la plus à même de vous donner tous les détails techniques. Néanmoins, au-delà de la propulsion électrique, qui est toute nouvelle sur ce type d'appareil, on va également apporter un certain nombre d'innovations telles que les commandes de vol électriques, qui sont des éléments qui existent déjà sur des appareils beaucoup plus gros, mais qui n'existent pas sur des appareils de cette taille-là, et qui permettent notamment d'améliorer grandement la sécurité des appareils. Et là, vous avez une vidéo sur la cabine. Il y a également un gros travail qui est fourni au niveau de la cabine pour avoir une cabine qui soit biosourcée et qui réponde aux exigences de l'aviation moderne. Par exemple, ce sera une cabine qui permettra de se tenir debout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de monter sur les appareils similaires qui sont aujourd'hui sur le marché.
Vous devez vous baisser la tête, c'est très bruyant, c'est des avions qui ont 30 à 40 ans. Donc on arrive avec un avion vraiment de nouvelle génération, avec le confort moderne, en plus de décarboner massivement et d'être par la même occasion silencieux, pas totalement, mais on réduit significativement les nuisances sonores, ce qui est un point extrêmement important, à la fois sur le 19 places et sur le biplace. Sur le biplace, parce que vous savez que la cohabitation avec l'aviation de loisirs, surtout proche des habitations, est toujours un problème. Et puis parce que il y a des limitations sur le vol des avions commerciaux de nuit, notamment pour faire du cargo, en raison des mêmes nuisances sonores. Donc là, ça va permettre aux opérateurs de pouvoir opérer plus sereinement sur des plages horaires qui sont plus longues. Donc la société aujourd'hui fait plus de 200 personnes. On va arriver à 250 personnes environ d'ici la fin de l'année. L'idée à terme est d'avoir une société de 1500 personnes au moment où on aura l'usine qui sera opérationnelle à Francazal, donc aux environs de 2026-2027. Donc on est dans l'aviation, c'est des projets qui exigent un financement relativement important, financement que l'on a pour l'instant réalisé essentiellement auprès d'investisseurs privés. Il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient participé déjà aux premières opérations que l'on avait fait avec WeSeed en 2021, qui ont participé à notre financement jusque-là. On a eu un financement extrêmement important auprès d'investisseurs particuliers, notamment de la région. On a eu un soutien massif de l'État français qui est entré à notre capital. Donc on a l'honneur d'avoir directement l'État français à notre capital, qui nous a déclaré comme entreprise stratégique, donc qui a reconnu que les produits développés par Aura préfiguraient le futur de l'aviation française. Et donc, dans ce cadre-là, nous avions une place privilégiée dans l'écosystème. On a également reçu le soutien de la région Occitanie dès le départ, et également du fonds Innovacom, qui est un fonds réputé de la place parisienne, qui a cru en nous depuis début 2021 et qui depuis participe à notre financement. Donc on a réussi avec l'ensemble de ces sources de financement depuis le début de la société à lever environ 60 millions d'euros sans faire de levée de fonds massive. Comme on s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse notamment, et message qui a été relayé bien au-delà au niveau national, sur le fait qu'il y a aujourd'hui un sujet de financement de l'industrie de manière générale, où la partie investissement public joue son rôle à travers des investissements, à travers des programmes de subvention, mais où l'investissement privé ne prend pas le relais. Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est sur la place publique et est en train d'être adressé, mais c'est un problème auquel on a été confronté, on continue d'être confronté. Donc on n'a pas pu effectuer jusque-là une levée de fonds comme on le souhaitait pour passer à la vitesse supérieure. On l'a fait de manière non traditionnelle, comme je vous l'ai expliqué, mais qui ont permis néanmoins de lever 60 millions d'euros. Maintenant, on arrive malgré tout dans les dernières semaines avant la finalisation d'une levée de fonds très importante auprès de différents investisseurs. Bien évidemment, je
ne peux pas en dire beaucoup plus ici aujourd'hui, mais on est dans les étapes finales pour pouvoir finaliser cette levée à hauteur d'un montant qui serait entre 50 et 100 millions d'euros, ce qui nous permet de financer très largement les prochaines étapes de développement de la société. Les levées de fonds prennent toujours plus de temps que prévu, et donc c'est pour ça qu'on a été amené à reprendre contact avec WeSeed afin de pouvoir continuer dans l'attente de cette finalisation pour mettre en place les solutions de financement intermédiaires qui nous permettent de continuer à opérer comme on l'a fait jusque-là pendant les 5 dernières années, tout en prenant le temps de finaliser dans les bonnes conditions cette levée de fonds. Donc, on continue à être soutenu notamment par le fonds Innovacom. On continue à avoir le soutien de l'État qui abonde nos levées de fonds. On continue à mobiliser les investisseurs particuliers par notre propre voie. Mais il nous semblait intéressant de proposer de manière un petit peu plus large, en passant par WeSeed, qui est, je dirais, notre partenaire depuis 2021, de proposer aux investisseurs qui le souhaitent de participer à l'aventure. On a déjà plus, sans compter les personnes qui ont participé aux premières tranches d'investissement WeSeed, sans compter cela, donc les gens qui sont directement actionnaires chez nous, on a plus de 300 actionnaires. Donc on voit qu'on a un soutien et un intérêt fort à ce projet. Et donc il nous semblait intéressant de pouvoir faire participer encore de manière plus large la communauté des investisseurs via la plateforme WeSeed. Voilà, je ne sais pas, Juan Pablo, si j'ai trop parlé, pas assez parlé. Je pense que l'idée, c'est aussi de laisser les questions défiler sur... je n'ai pas eu le temps de les lire, mais j'ai vu défiler un certain nombre de questions. Donc, on peut peut-être passer à ces... Oui, très bien. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation. Et donc, peut-être pour les retardataires, effectivement, donc c'est le moment de poser vos questions. Sur l'espace dédié. Donc, vous avez un bouton sur la droite, questions. N'hésitez pas à poser vos questions. L'équipe sera ravie de vous répondre. Donc, je vais peut-être défiler sur ces questions. La toute première question qui est revenue une ou deux fois, c'est la différenciation des modèles intégral R, S vis-à-vis des concurrents, des concurrents, quels sont les points différenciants de vos modèles? Oui, alors comme je le disais, on sent très bien que l'intérêt pour l'avion, très rapidement, va se déplacer sur la version électrique. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un seul avion électrique qui est certifié, qui est le Velis Electro de la société Pipistrel, qui est un avion beaucoup plus petit, qui a déjà été certifié il y a quelques années, donc qui n'est pas pour ce type d'usage. Mais à part cet avion-là, il n'y a aucun avion à moteur électrique qui est certifié. Donc on va arriver avec un appareil qui décarbone et qui à l'instant T, n'a pas de concurrent. Alors, je le précise pour la concurrence, aussi bien sur le biplace et sur le 19 places, notre sentiment est qu'on n'a pas une concurrence très exacerbée. Il y a beaucoup de projets qui se lancent. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui développent des technologies, très peu qui passent à l'étape constructeur, et ça, c'est vraiment un élément différenciant. C'est un peu la face nord de l'Everest. Il faut redoubler d'efforts pour avoir des agréments, pour avoir des facilités industrielles pour pouvoir construire. Mais on a choisi cette voie-là, très peu l'ont choisi. Donc, à la fois, on voit assez peu de concurrence parmi les nouveaux arrivants, ça pourrait arriver,
et à la fois, il y a de la place pour la concurrence. Donc, la concurrence, on la voit plutôt comme un élément positif et pas négatif. À partir du moment où il n'y a pas des dizaines qui se positionnent, mais avoir deux ou trois concurrents aussi bien sur le biplace que sur le 19 places ne remet pas en cause nos perspectives commerciales parce que le marché est énorme et on est plutôt dans une situation aujourd'hui où on va avoir du mal à servir tout le marché que l'inverse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport aux avions existants, aussi bien sur le 19 places que sur le biplace, la plupart des avions, voire la totalité des avions qui sont sur le marché, sont des avions qui sont très anciens. Donc, ils arrivent plutôt en fin de vie. Ils sont sur une conception ancienne. Nous, on arrive avec des conceptions nouvelles sur la partie commande de vol et on est sur des commandes de vol nouvelle génération. En termes de construction, sur le biplace, on est sur une structure en bois carbone. Qui est une spécificité d'Aura Aero, et c'est pour laquelle nous avons racheté dès 2020 pardon, une société qui avait un savoir-faire unique en la matière. Donc on a un certain nombre d'éléments qui sont différenciants dans le sens où finalement la concurrence est là sur le marché depuis 20, 30, voire 40 ans, parce qu'un avion a une durée de vie extrêmement longue. Et donc, on apporte les matériaux et les équipements d'aujourd'hui. Également, un élément important, sur ce type d'avion, on a un parachute de cellules. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur l'avion, et bien entendu, il y a un parachute pour les pilotes, mais il y a un parachute pour l'avion. Donc ça, ce sont des éléments qui sont de plus en plus intégrés sur les nouveaux avions, mais qui ne sont pas du tout sur les avions d'ancienne génération, et ce qui permet de sauver des vies. Donc ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. Mais ça permet de pouvoir reposer l'avion en relative sécurité. Très bien, merci pour ces éléments. Peut-être je peux rebondir justement, vous parliez des matériaux et donc il y a une question qui se pose sur le poids de l'avion. Est-ce que c'est plus lourd, moins lourd, le modèle thermique par rapport au modèle électrique? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? L'idée pour nous, c'est de travailler à poids plus ou moins équivalent. C'est-à-dire qu'on va retirer le moteur thermique et on va le remplacer avec le moteur électrique et les batteries, pour faire simple, en essayant de travailler un poids qui est quasi équivalent. Bien évidemment, le poids est une des contraintes majeures sur la partie électrique, puisque les batteries pèsent très très lourd. Donc on parle de densité énergétique des batteries, donc c'est l'énergie que l'on peut transporter par kilo de masse. Et donc il y a un choix à faire et à trouver le bon équilibre entre le poids qui est embarqué et la mission que l'on va pouvoir réaliser. Donc si on parle du biplace par exemple, le biplace est essentiellement destiné à faire de la formation. Donc, ce sont des missions qui sont relativement courtes, environ 45 minutes. Donc, on a dimensionné le poids des batteries par rapport à cette mission-là. Ok, très très clair. Merci pour la réponse. Et donc, dans cette transition entre la vente d'avions thermiques et avions électriques, quel serait à peu près le ratio sur les prochaines années? Combien d'avions thermiques seront vendus et à partir de quelle période on verra des avions électriques se vendre? De notre côté, l'avion électrique pourra être commercialisé à partir entre fin 2025 et courant de l'année 2026, avec une montée en cadence progressive.
Donc ça veut dire que d'ici là, pour les gens qui ont un besoin de nouveaux appareils, vont devoir se fournir en avion thermique. Par la suite, il y aura une cohabitation pendant un certain temps entre des avions thermiques et des avions électriques. Les performances ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, notamment pour du loisir, certains voudront de l'électrique parce qu'ils sont dans des zones où il y a de l'habitation, il faut faire peu de bruit et puis ils font une utilisation, on va dire, relativement douce. Certains autres voudront faire de la compétition, donc voudront une motorisation éventuellement plus puissante et faire certaines autres choses qui seraient permis par le thermique et non l'électrique. Ça, c'est un premier point. Et une cohabitation également entre du thermique et de l'électrique dans la mesure où, pour certaines utilisations, la durée d'émission peut être supérieure à 1 heure. Je pense notamment à certaines utilisations, certaines armées ont certaines exigences en la matière, et ce qui fait que on voit bien des flottes avec un mix entre du thermique et de l'électrique pour combiner les missions. L'électrique, dès qu'il peut être utilisé, sera utilisé parce qu'il décarbone, et le thermique pour effectuer le reste des missions. Donc il y a effectivement une période de transition qui va s'installer, mais on sent bien que, notamment avec l'évolution des batteries, où on pourra aussi sur le biplace couvrir des missions de plus en plus longues, que l'avenir est pour le thermique, et que l'hybride, normalement, devrait, au fur et à mesure, représenter une partie largement minoritaire de nos ventes. Ok, très bien, très très clair. Et donc se pose aussi la question sur peut-être la chaîne de production et la modularité des avions. Est-ce que, voilà, pour passer de l'hybride à l'électrique, au thermique, est-ce que ça sera le même avion, le même design, ou comment cette production est prévue? On a exactement les mêmes chaînes d'assemblage entre la version thermique et la version électrique. Ils sont produits aux mêmes endroits. Donc on est vraiment sur le même fuselage, la même structure. On achète les moteurs, on achète les batteries et nous faisons l'assemblage dans nos ateliers. Donc on utilise exactement la même chaîne de production. Sur le thermique, on achète également le moteur, quelque chose que l'on ne fait pas. Autant sur l'avion biplace, la partie production interne est très importante parce que toute la structure est réalisée en interne. Comme je le disais, on a racheté une société qui fait toute notre structure en bois carbone. On a également, vous l'avez vu rapidement dans la vidéo, on a un atelier de composite qui nous fait les pièces en composite. On a un atelier de peinture, on a un atelier d'usinage et on a un atelier électrique. Donc, toutes ces différentes parties sont faites en interne. Ceci dit, les équipements, certains équipements de base importants sont achetés, et à commencer par le moteur et l'hélice, à la fois pour le thermique et l'électrique. Mais on est vraiment sur le même processus global d'assemblage, donc ça se fera au même endroit, dans les mêmes chaînes. Bien sûr, quand on passe sur le 19 places, on n'est plus du tout dans la même logique. On construira les prototypes dans nos surfaces existantes. Après, la production en série se fera vraiment dans la nouvelle usine, où là, on aura une partie achetée plus importante. On ne s'estime pas forcément compétent sur l'ensemble de la chaîne. Encore une fois, notre métier, c'est d'assembler, d'être un assemblier. Et donc il y aura des parties de l'avion, type les fuselages, type là aussi les moteurs, les hélices qui seront achetés. Ok, très 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 clair. Il y a une question qui revient, je pense naturellement. Donc, Oraero, implanté à Toulouse, il se pose la question sur la complémentarité, voire la concurrence avec Airbus. Je pense que ça intéresse à beaucoup.
Oui, alors on aimerait être un concurrent pour Airbus, ça veut dire que euh, on est suffisamment gros pour les inquiéter et qu'on marche sur leur plate-bande. Non, voilà, on n'est pas en concurrence et j'ai vu quelque part un commentaire qui disait qu'on partait pas de zéro parce qu'on avait des fondateurs qui venaient d'Airbus. Effectivement, on travaille en bonne intelligence avec eux et deux de nos cofondateurs viennent de chez Airbus et qu'on s'appuie aussi sur ce qu'ils peuvent nous apporter. Bon, très clairement, eux également doivent décarboner. Ils ont des projets pour travailler essentiellement sur leurs avions, c'est-à-dire, pour faire simple, plus de 100 places. Tout ce qui est en dessous de 100 places n'est pas vraiment dans leur cœur business, même si ils ont leur co-entreprise ATR qui poursuit son petit bonhomme de chemin en tant que tel. Mais le core business d'Airbus n'est pas d'aller sur de l'aviation légère. Ceci dit, voilà, ce que l'on fait peut les intéresser sur la partie électrique parce que eux, de base, ont choisi de faire des développements essentiellement sur la partie hydrogène qui semble être la technologie la plus adaptée pour des avions plus gros. Mais quand on parle d'hydrogène, il y a quand même une alimentation électrique et utilisation d'électricité qui se fait à un moment donné. Donc, il peut y avoir des sujets de coopération entre les deux entreprises. Il y en a aujourd'hui, mais on ne se voit pas en tant que concurrent et de ce que l'on peut savoir, ils ne nous voient pas en tant que concurrent. Mais il y a une ligne de convergence qui pourra peut-être se faire à un moment donné. Même si on développe un 50 places dans le futur, on ne rentre pas vraiment dans leur champ de vision, mais il y a un complément naturel qui se fait. En fait, il y a un certain nombre de constructeurs qui existent aujourd'hui qui sont plutôt à l'étranger. Et là, on va occuper une place qui n'est pas réellement occupée de manière massive, on va dire, par des constructeurs français. Ok, très, très, très clair. Y a pas mal de questions. Peut-être que je vais peut-être passer sur les questions concernant la levée de fonds. Donc j'en ai une par rapport à cette levée à venir que vous avez évoquée. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur cette levée, la typologie des investisseurs, peut-être un planning prévisionnel? Ouais, je vous laisse la main sur ce point-là. Oui, alors, pour repartir des propos que je tenais un peu plus tôt sur cette levée de fonds, les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour trouver de l'argent sur le territoire français nous poussent naturellement à regarder à l'étranger, qui ont sur les zones qui ont plus de moyens financiers d'une part, et également qui ont plus l'habitude de financer ce type de projet. Au-delà du problème de financement, alors comme je disais, on est sur de l'aéronautique, on est sur des projets à plusieurs centaines de millions d'euros, donc des projets qui sont déjà de base durs à financer avec les moyens relativement limités des fonds français privés. Mais également, il y a une culture du risque qui n'est pas forcément très développée en France, qui est plus développée dans certaines parties du monde, les États-Unis par exemple, le Moyen-Orient, et donc qui sont plus enclins à supporter des sociétés comme la nôtre. Donc on espérait conclure une levée de fonds 100% française. On s'est longtemps accroché à cela. Aujourd'hui, il est plus probable par rapport aux investisseurs dont je parle un peu plus tôt que cette levée elle se conclue avec un investisseur étranger, un investisseur lead. On n'a pas abandonné l'idée, on espère toujours qu'on pourra faire un mix avec un investisseur lead étranger, mais également en dernier, voilà, en phase finale, de pouvoir, sur la base de cet investisseur-là,
constituer un fonds français avec des fonds privés français et l'État qui pourrait continuer à supporter le développement de la société. Donc, on est sur un timing où voilà, on maîtrise pas les horloges, hein, malheureusement. Donc, c'est toujours dur de donner une date. Bien évidemment, nous, c'est au plus tôt. C'est pour ça qu'on est ici aussi, c'est pour se donner le temps et de ne pas être sous le couteau, sous la gorge par rapport à ces investisseurs-là. Nous conclure une levée de fonds au premier trimestre de l'année prochaine est clairement notre objectif. Et on a un investisseur capable de nous mettre entre 50 et 100 millions à lui tout seul sur la table, avec lequel on attend une décision finale dans les 2 à 3 semaines qui viennent. Parfait, très clair, merci. Et donc, peut-être donner des petits détails par rapport à ce que ces fonds permettront de financer le développement de l'usine. Est-ce que vous avez plus de détails sur l'utilisation des fonds? Oui, donc tel qu'on l'a architecturé, on finalise une levée de fonds qui nous permettra de financer les 2 prochaines années, 2 à 2,5 années, avant la construction du prototype. Donc, on est dans une phase qui n'est pas forcément très visible de l'extérieur sur la partie ERA, qui est la phase de développement. On a fini la phase de design préliminaire. On est en train de finaliser le design détaillé, donc toutes les études. On est en discussion avec nos différents partenaires industriels pour les parties fuselage, pour les parties moteurs, les différentes parties de l'appareil, pour les engager chacun sur leur partie au développement des différentes parties de l'appareil. Donc, on va engager des fonds significatifs pour, d'un côté, nous, finaliser le développement, ce qui veut dire financer nos équipes. Là, je disais, on est 250 personnes. L'idée est de pouvoir recruter une centaine de personnes supplémentaires l'année prochaine. Et là, on arrivera à court terme sur un plateau à 350 personnes avant une nouvelle poussée au moment où on entrera en production effective. Mais on sent qu'on est à peu près bien dimensionné. Donc les fonds permettent de financer ces équipes qui travaillent sur le développement d'ERA et d'autre part, pouvoir engager les sommes nécessaires auprès de nos partenaires, différents partenaires industriels. Donc, si je parle d'un fuselage, par exemple, on va choisir un partenaire, on est en train de discuter pour finaliser les discussions avec un partenaire sur le fuselage qui a besoin d'engager des coûts pour lui-même définir le fuselage dans ses moindres détails, commencer à construire les outillages qui vont être nécessaires, les concevoir, avant de passer à une phase de prototypage. Donc, la prochaine levée de fonds va servir à financer cette partie-là, encore une fois, qui n'est pas très visible, mais qui va nous amener à un état où on aura fait l'ensemble du développement et on pourra entamer la construction du prototype. Et donc, la levée suivante nous servira à la construction des premiers prototypes. Je dis des parce que, comme chez Airbus ou comme chez l'ensemble des constructeurs, pour un avion de cette taille-là, il y a généralement plusieurs prototypes. Donc, dans notre cas, il y aura probablement environ trois prototypes. Ok, parfait. Très clair. Merci beaucoup. Peut-être que je poserai une petite dernière question. Donc, vis-à-vis de l'emprunt qui a été souscrit, donc je pense qu'il y a plusieurs WeSeeders qui ont déjà participé lors de la première levée en 2021. Donc, comme on avait précisé dans la fiche projet, le financement de cette nouvelle tranche est soumis et donc conditionné au remboursement des premières tranches de 2021. Donc, c'est toujours le cas. Je voulais juste peut-être faire ce petit point, ce petit parallèle. Et donc, je vais profiter pour poser peut-être la dernière question. Donc, sur les perspectives d'avenir de la société et notamment du marché de l'avion 19 places, qui est du coup l'ambition de la société.
quel est ce marché et qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années? Oui, alors pour élargir un petit peu les premiers éléments que j'ai donnés, où je disais qu'effectivement la meilleure réponse, c'est les commandes des clients, et que l'on voit que voilà, on devrait arriver en fin d'année à pas très loin de 500 intentions de commande. Donc voilà, ça valide. C'est un premier élément de réponse déjà pour nous. Parce que c'est des commandes qui viennent de différentes parties du monde, des opérateurs reconnus. Par exemple, je peux citer TwinJet, qui est la compagnie qui opère aujourd'hui le plus de 19 places en Europe, qui est une des premières à nous avoir fait part de ses intentions de commande. C'est ce type d'acteur-là qui place des commandes très tôt, et donc qui valide le fait qu'il y a un marché, que l'appareil répond à leurs exigences. Donc, on voit qu'il y a deux marchés, comme je disais, le marché du cargo qui est en plein essor parce que avec le développement d'acteurs comme Amazon, il y a besoin de livrer des colis partout dans le monde, dans toutes les destinations. Et donc, l'avion reste un des moyens les plus utilisés pour atteindre toutes les destinations, et avec un besoin d'avions de tout type, des très gros avions pour emporter du volume entre les destinations principales, mais aussi des avions à plus faible capacité pour pouvoir desservir les réseaux secondaires. Donc il y a un très, très gros marché de ce point de vue-là. Et quand je dis très gros marché, pour nous, sur des Amazon, des FedEx, des UPS, on parle à chaque fois de plusieurs centaines d'appareils. Sur le marché du régional, on voit un marché très important. Pourquoi? Parce que l'avion, effectivement, il décarbone. Ça, c'est très important pour les opérateurs, mais on sait aussi que pour des agents économiques, la décarbonation, c'est bien, c'est plus souvent vécu comme une contrainte qu'autre autre chose. Ça fait partie du passage obligé, mais si on se limite à cela, bon, les opérateurs regarderont et passeront, ils passeront le plus tard possible. Mais là, on est comme sur une voiture électrique, c'est-à-dire qu'au-delà de la décarbonation, les coûts d'opération sont extrêmement faibles par rapport aux coûts d'opération des voitures thermiques et en l'occurrence des avions thermiques. Donc, on va arriver avec un avion qui décarbone, mais surtout et également qui opère à des coûts extrêmement faibles par rapport aux avions existants, ce qui va permettre d'ouvrir de nouveaux marchés. On a déjà un marché existant du 19 places où on a plusieurs milliers d'appareils qui vont devoir être remplacés. Et là, c'est la même histoire que pour les avions biplaces, je dirais entre guillemets en pire, où on a des avions qui sont très très vieux et qui arrivent vraiment en fin de vie, qu'il va falloir remplacer, avec aujourd'hui très peu de concurrents qui se positionnent en même temps que nous sur ce marché-là. Mais on va pouvoir rendre viables des routes qui aujourd'hui sont largement subventionnées, notamment si je parle de la France, par les régions. Il y a des avions qui font des lignes secondaires entre des aéroports secondaires qui ne sont pas forcément viables aujourd'hui, qui disparaissent au fur et à mesure, un petit peu comme les lignes également de réseau ferré. Et là, en ayant des coûts d'opération beaucoup moins élevés, on va rendre ces lignes rentables et on va pouvoir réouvrir des lignes qui ont été fermées ces dernières années. Et d'après nos analyses, il y a de très nombreuses routes en France d'une part, mais surtout à l'étranger, puisque notre marché premier reste les États-Unis, à la fois sur le biplace et sur le 19 places. Et peut-être le dernier élément que je voudrais mentionner, c'est que chacun l'a constaté, pendant les 20-30 dernières années, on a été sur une logique de massification de l'aviation en utilisant des avions toujours plus gros et en concentrant les flux sur les aéroports principaux, les très gros aéroports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces aéroports-là sont engorgés et qu'il y a besoin d'utiliser, d'avoir une autre logique pour pouvoir utiliser des aéroports secondaires qui sont sous-utilisés
Et notre avion répond également à cette logique-là. Une des caractéristiques, par exemple, de cet avion est qu'il va pouvoir se poser sur des distances très très courtes, jusqu'à 800 mètres, ce qui fait qu'on peut utiliser des petits aéroports là où, bien évidemment, des gros porteurs ne peuvent pas se poser. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités. C'est très dur d'estimer le potentiel total, mais quand on croise les performances de l'avion avec les coûts d'opération, ça laisse beaucoup de potentiel. Parfait, parfait. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, on arrive à la fin du live. Merci à tous les WeSeeders présents lors de ce live. Il y a eu une très belle dynamique, beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Merci également à l'équipe d'Aura Aero et plus particulièrement à Sylvain pour la participation et tous les éléments transmis lors de ce live. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour les WeSeeders de votre côté? Je voudrais les remercier tous, et en premier lieu les gens qui ont souscrit lors des 2 premières tranches, parce que voilà, comme je l'ai dit, ça a fait partie de notre financement et ça n'a pas été quelque chose d'accessoire. Ça a vraiment nous a vraiment aidé à cette époque-là. Et je remercie par avance ceux qui ont fait part de leur intention de souscription, parce qu'on est dans la même logique où ce financement va nous permettre de mettre la dernière brique de financement avant la rampe de lancement de la grosse levée de fonds pour le premier trimestre de l'année prochaine. Donc, merci à tous pour votre participation nombreuse. Parfait, merci beaucoup à tout le monde. Donc, pour ceux qui étaient en retard, le replay sera disponible sur le site WeSeed. Et pour ceux qui n'ont pas pu poser vos questions lors de ce live, nous vous invitons donc à poster vos questions sur l'espace dédié sur le site. Donc, l'équipe WeSeed et Aura Aero, nous serons ravis de vous répondre. Nous vous invitons également à consulter l'espace news ainsi que l'espace questions fréquentes pour avoir plus de détails. En tout cas, merci à tout le monde, à tous les WeSeeders d'avoir assisté à ce live et à très bientôt. Merci bien. Merci.